Voilà, bonsoir, merci d'être avec nous pour cet hommage à Andrea Camilleri. Il aurait eu 100 ans cette année. Il a disparu en 2019, il y a quelques années. Et comme vous le savez, Andrea Camilleri, c'est vraiment un des grands écrivains italien du début des années 2000, parce que même s'il avait commencé à écrire il y a longtemps, en fait, il a connu un succès foudroyant et très, très important, alors seulement à partir des années 90. C'est avec les premiers titres du commissaire Montalbano, dont le premier, je crois, La forme de l'eau est de 1994. C'est à partir de là qu'il a commencé à avoir cet énorme succès et à sortir beaucoup de livres, parce qu'après, entre 1994 et 2019, il a écrit, je ne sais pas, peut-être toi, Serge, tu le sais exactement, mais 120, 125 livres. Rien que les titres du commissaire Montalbano sont, je crois, 40, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, on voulait lui rendre hommage parce que c'est vraiment un auteur important, parce qu'à côté des titres consacrés à Montalbano, il y a évidemment ce qu'il appelait des énigmes historiques, tout un tas de romans sur des questions plus ou moins secrètes liées toujours à la Sicile, parce que Andrea Camilleri, c'était vraiment un auteur ancré dans son univers sicilien, bien que cet univers devienne ensuite un univers universel pour tout le monde. Et justement, on est là parce que, à l'occasion du centenaire de la naissance, mais aussi parce qu'on vient de publier ici en France la traduction du dernier titre du commissaire Montalbano, un livre qu'il avait écrit il y a longtemps, parce qu'il avait commencé à écrire, tu nous raconteras l'histoire tout à l'heure, en 2005, et qu'il avait dit, bon, ça c'est la fin du commissaire Montalbano. Je la mets dans un coffre-fort, et dans un coffre-fort, dans un tiroir, je ne sais pas où, et vous allez la publier après ma disparition. Donc tout à l'heure, tu nous raconteras l'histoire. Et donc voilà, on est là pour Andrea Camilleri avec Carlo Lucarelli, qui l'a très bien connu. Bon, vous savez, Carlo Lucarelli, écrivain de plusieurs romans, grand maître du polar et du noir italien, qui vient de publier lui aussi ici en France un de ses romans, donc L'Iguane, dont la traduction est de Serge, je crois, non, si je ne me trompe pas. Et Carlo, il a très bien connu Camilleri. Ils ont même écrit un livre ensemble, tout à l'heure, nous racontera comment ça s'est passé, qui s'appelle Meurtre au poisson rouge, où un des protagonistes des romans de Carlo, Grazianigro, la commissaire, travaille avec Montalbano, le personnage de Camilleri. Donc, avec Carlo, on a aussi Serge Quadrupani, qui est écrivain. Il a écrit beaucoup de romans, la trilogie des cas, Maldon, Loup solitaire, etc. Et il est surtout un grand traducteur de l'italien vers le français. C'est la voix française d'Andrea Camilleri. Il a trouvé une voix, et tout à l'heure il nous expliquera, parce qu'effectivement, Camilleri, c'est pas simple, parce qu'il avait une langue tout à fait particulière. Donc, Serge, il est là, lui aussi, il l'a connu très bien, et il a longtemps parlé et travaillé avec Andrea Camilleri. Mais avant de leur donner la parole, je voudrais demander si on peut passer en un tout petit extrait de 3-4 minutes, justement, d'Andrea Camilleri. Le dernier voyage que Camilleri a fait à l'étranger, c'était ici à Paris, en 2017. C'était l'époque où je dirigeais l'Institut culturel italien. On avait organisé 2 jours pour lui. Il était vraiment heureux, et Serge était là, d'être ici à Paris. C'est sa dernière sortie, disons. Et donc, si on peut passer ces petits extraits, vous retrouverez Serge, qui a déjà été là avec nous à l'occasion. In che senso? Io sono un impiegato della scrittura. Moi, je suis un employé de l'écriture. Io potrei essere uno di quegli impiegati da Courteline, no? Je pourrais être un de ces employés de Courteline. Non ho le mezze maniche, ma idealmente ce l'ho. J'ai pas les demi-manches là, des employés. Quando ero ancora giovane, diciamo fin verso gli 80, quand j'étais encore jeune, c'est-à-dire vers les 80 ans, ogni mattina mi alzavo presto, mi lavavo, mi sbarbavo, mi vestivo completamente come se dovessi uscire. Le matin, je me levais, je me débarbouillais, je me rasais, je m'habillais des pieds en cap comme si je devais sortir. Entravo nella stanza accanto a scrivere. Et j'entrais dans la pièce d'à côté pour écrire.
Lavoravo ininterrottamente per 3-4 ore al computer. Je travaillais sans arrêt pendant 3 ou 4 heures. Il pomeriggio rileggevo quello che avevo scritto L'après-midi, je relisais ce que j'avais écrit. e il giorno dopo lo riscrivevo. Et le lendemain, je le réécrivais. È stata questa sistematicità Ça a été a farmi scrivere tutti questi romanzi, tutti questi libri che hanno superato il centinaio. Ça a été cette pratique systématique qui m'a permis d'écrire tous ces livres qui dépassent la centaine. Cercando sempre di scrivere con leggerezza. En essayant toujours d'écrire avec légèreté. La grande scuola di Calvino. La grande école de Calvino. Ho un riquadro grandissimo che è quello che canta storie. Et dans mon bureau, j'ai un très grand tableau qui est un tableau de cantastorie. Et alors, les cantastories, c'est des personnages de la Sicile, c'est une note du traducteur, des personnages qui racontent des histoires en montrant le tableau illustré. In genere raccontavano fatti di cronaca nera. En général, ils racontaient des faits divers. E questo qui me l'ha regalato Elvira Sellerio, risale alla metà del Novecento. Donc c'est Elvira Sellerio qui me l'a offert. Il remonte au milieu du XXe siècle. È appeso, piglia tutta intera la parete dietro le mie spalle del mio studio. Il occupe toute la cloison dans mon bureau, derrière mon dos. E quella è la mia dichiarazione di poetica. Et ça, c'est ma déclaration de poétique. Cioè a dire io mi ritengo un contastorie. Donc moi, je me considère comme un contastorie, un raconteur d'histoire. Non posso dire un cantastorie perché sono stonato come una campana rotta. Je ne peux pas dire un cantastorie, c'est-à-dire un chanteur d'histoire, parce que je chante très faux. Però, come une casserole. Però è questa la mia poetica, raccontare storie, poi levarmi la coppola e passare tra la gente che mi ha ascoltato. Voilà, ça c'était Andrea Camilleri. Serge, tu le retrouves bien comme il était, hein, le micro. Oui, c'est très émouvant et très marrant, quoi. Vraiment, c'est lui. Il avait un humour à froid comme ça qui est vraiment adorable, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de son passage. Enfin, tu racontais qu'il est venu à Paris pour la rencontre au Centre culturel italien. Et de ce moment-là, il me reste un souvenir vraiment très particulier, parce qu'ils avaient été logés, lui et sa famille, dans un hôtel, mais ils étaient... au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Ouais. Il y avait... Et lui, il s'asseyait sur une chaise, avec la coppola, avec la casquette, et avec son bâton. Et il y avait toute sa petite tribu autour, parce qu'il était venu avec sa femme et ses 3 filles, et 1 ou 2 beaux-fils, je crois. Et ils étaient 15 quand ils sont arrivés. Ouais. Et il racontait des histoires. Et c'était vraiment incroyable, c'était magnifique. J'ai fait quelques photos. C'est tout lui, quoi, ça. Voilà. Ça m'a fait penser à quand il m'avait raconté... parce qu'il a été, ils avaient une propriété en Toscane, là, sous l'Olgiata, sur la montagne de l'Olgiata, et il était assis sur sa chaise avec sa canne, et à côté, il m'avait raconté ça pour m'expliquer ce que c'était qu'être sicilien. Il y avait une petite source qui était sur son terrain. Et il a vu quelqu'un qui arrivait et qui venait prendre de l'eau à la source. Et il a pensé, ma quello l'ammazzo. Celui-là, je vais le tuer. C'était la réaction du Sicilien quand on touche à une source, parce que vu
l'importance des sources en Sicile. Donc je le vois très bien assis sur son siège avec sa canne en train de penser celui-là, je le tue, puis après en faire une histoire, évidemment. Il n'était pas du tout méchant, ni violent, Il n'était ni... absolument pas méchant. Justement, c'est ça l'artiste, c'est qu'il a pensé ça et qu'il en a fait. Il y avait de quoi alimenter une histoire. Et Carl, toi, quel souvenir tu as d'Andrea Camilleri? Tu l'as bien connu, vous avez travaillé ensemble. Sì. Un sacco di ricordi, perché a me quello che mi manca di Andrea Camilleri, oltre a leggere i libri, sentire il suo parere su quello che succede nel mondo, in Italia, è la simpatia proprio. Era una persona divertentissima. Ci siamo fatti delle risate e qualche volta sono riuscito a farlo ridere anch'io e sono molto contento. Sì, aspetta perché abbiamo un segnale. Io ho questo ricordo, suspense, che facevamo così prima. Oui, alors j'ai vraiment beaucoup de souvenirs avec Andrea Camilleri. Ce qui me manque, à part bien sûr son avis sur la société actuelle, c'est surtout sa sympathie. C'est parce que c'était une personne très, très drôle. Et je l'ai fait moi-même rire quelques fois et j'en étais vraiment ravie. Mais voilà, c'était une personne très, très amusante. Io ho scritto un libro ho avuto la fortuna di scrivere un libro assieme a Andrea Camilleri ed è stata un'avventura particolarissima. Perché eravamo a casa di Camilleri e un editore è venuto in mente: perché non scrivete un libro insieme con un vostro personaggio, Montalbano e il mio Grazia Negro, la mia donna poliziotto? E io ho detto no, perché ho pensato, primo abbiamo un sacco di cose da fare, Camilleri, no? A tante cose, ma soprattutto ho pensato: come faccio? Scrivo assieme a lui, siamo seduti lì e io gli dico: no Andrea, guarda, rifallo, riscrivi, impossibile. E Andrea, quando ho detto sai è difficile, non ci troviamo, Andrea ha detto: aspetta. Donc oui, j'ai eu la chance d'écrire un livre avec lui. En fait, tout est né d'un éditeur qui nous a proposé cette folle aventure. On était chez Camilleri et l'éditeur a dit: pourquoi vous n'écririez pas un livre avec d'une part le personnage d'Andrea Montalbano et d'autre part le personnage de Carlo Grazia. Moi, de prime abord, j'ai dit non. Et parce que je me suis imaginé, mais comment allait-on faire pour écrire à quatre mains avec Andrea, moi qui me mettais à écrire, et Camilleri qui disait non, ça va pas. Et puis Andrea a dit attends. Infatti è andato di là, nella sua libreria, è tornato con un romanzo epistolare praticamente, no? Un detective scrive a un altro e gli manda dei materiali. Allora io ho detto: così si può fare, un romanzo epistolare di materiali. Grazie che scrive a Salvo Montalbano. Sono tornato a casa, gasatissimo, ho preso un foglio di carta intestata della squadra mobile che avevo rubato, no, quando frequentavo la polizia, e ho scritto a mano, non io, l'ho fatto scrivere da Simona Vinci, una donna, per avere la calligrafia femminile, tutto perfetto. Una lettera in cui Grazia diceva: caro Salvo, c'è questo caso, non mi fanno indagare, è difficilissimo, ho bisogno di te perché c'entra con Palermo. L'ho messo dentro una busta, l'ho dato alla casa editrice, così commettevano loro il reato di spedirlo con una busta della polizia, e dopo un po' mi arriva una lettera da Salvo Montalbano con su scritto: cara Grazia, no. Allora io lo chiamo, adesso arrivo, lo chiamo e gli dico: Andrea, se non volevi scriverlo, scusa, e lui mi ha detto: aspetta. Alors, il est allé chercher dans sa bibliothèque et puis il revient vers moi. Andrea, il me dit: tiens, regarde, on fait comme ça un roman épistolaire. Et donc moi, je me suis dit: ah bah oui, pourquoi pas Grazia qui va écrire à Salvo Montalbano. Et donc, content de cette idée, je rentre chez moi vraiment très enthousiaste. Je prends un papier en tête de la police que j'avais récupéré ou volé à la préfecture. Et je l'ai fait écrire d'ailleurs par Simona Vinci pour qu'il y ait une calligraphie féminine. Et j'écris: cher Salvo, il y a ce cas très difficile, on ne me permet pas d'enquêter. Pour quelle raison? Per quale ragione non può indagare? Perché aveva risvolti politici. Ah, parce qu'il y a des questions, des problématiques politiques là-dedans. Je l'envoie et puis ensuite je reçois une lettre de Salvo qui dit non. C'est ça? Qui dit non. Et donc moi j'appelle Andrea et il me dit attends. Il lui dit tu veux me dire si tu ne voulais plus l'écrire? Et il me dit attends. E lui mi dice: aspetta. Dopo un po' mi arriva a casa un pacchettino con dentro un canolo siciliano
e dentro il canolo c'è un pizzino, c'è un fogliettino di carta a quadretti con Montalbano che scrive a Grazia: ma sei scema a mandarmi una cosa sulla carta ufficiale della questura che non possiamo indagare? Troviamo un altro sistema per comunicare. E io ho pensato, che genio, che genio. Allora sono andato a Bologna e ho preso un cabaret di tortellini e sotto i tortellini Grazia gli ha scritto, e siamo andati avanti così un sacco di tempo. È stata una cosa eccezionale, però era lui, era così, è un cantastorie. Donc peu après, je reçois chez moi un paquet avec un cannolo dedans, la pâtisserie sicilienne, et puis un petit papier, un tout petit billet écrit par Salvo qui disait « Mais tu es folle, Grazia, de m'écrire un mot comme ça, de m'envoyer un papier comme ça avec l'entête de la préfecture de police, alors que tu me dis qu'on ne peut pas te faire enquêter. » Et donc, trouvons un autre moyen. Je vais à Bologne, et à Bologne, j'écris sur les tortellini, voilà, sur un plateau de tortellini, et j'écris dessus. Voilà, ça c'était Andrea Camilleri. Mais alors, je voulais te demander quelque chose. Le livre est paru en français. Hein. Oui, le livre est paru en français, Meurtre au poisson rouge, tout à fait. Pardon? Oui, qui est traduit, oui, je sais. C'était la voix officielle. On ne va pas oublier, non. Mais alors, ce qui est incroyable dans l'histoire de Camilleri, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a eu cet énorme succès à 70 ans, parce qu'il avait presque 70 ans quand il avait déjà écrit pendant longtemps, il avait déjà toute une vie derrière, il a passé toute sa vie à la télévision, il était réalisateur, producteur, il a par exemple produit toute la série de Commissaire Maigret pour la télévision italienne, donc voilà, il avait toute une vie, il a fait du théâtre, hein. Il était enseignant de théâtre, donc il avait vraiment... Et de temps en temps, il a écrit, il a publié quelque chose sans beaucoup de... Et puis tout d'un coup, à 70 ans, il publie La forme de l'eau et il explose et ça devient un phénomène. Comment tu expliques ça? Là-dessus, il y aurait pas mal de choses à raconter sur la façon dont dont ça a marché. C'est-à-dire qu'en fait... il y a un moment, il m'a beaucoup raconté toute sa vie avant. Il avait quand même déjà écrit des nouvelles. Il avait il avait écrit une pièce de théâtre. Il avait gagné un concours qui était avec un jury qui était avec les plus grands dramaturges italiens de l'époque. Il était jeune, il était dans sa un peu après 20 ans, je crois, et il avait gagné ce prix, et en remontant à Rome, dans le train, il a relu, il a trouvé ça mauvais, il l'a jeté par la fenêtre. Il a fait cette carrière donc dans le théâtre et aussi comme producteur, etc., à la radio, il a beaucoup travaillé à la radio. Ils habitaient en face de la RAI toutes ces dernières décennies. Il a fallu un moment... Il avait envie d'écrire, et il avait écrit, je crois, une nouvelle, et c'est Chacha qui lui avait dit « Tu devrais écrire comme ça ». Puis il n'était pas très convaincu, et en fait, c'est quand son père est mort... il m'a raconté que quand son père est mort, il allait tout le temps le voir. Et évidemment, il allait à son chevet. Et quand il sortait, son père était mourant, il sortait, il jouait toute la journée au flipper. Et il réfléchissait. Et c'est après ça qu'il s'est mis, il a décidé d'écrire comme son père parlait, dans sa tête. Parce qu'après, tout le monde sait que le camillérèse, c'est le camillérien, c'est Camilleri qui l'a inventé. Il utilise énormément de mots, il utilise des mots de la Sicile, de la Sicile de sa région, de Porto Empedocle, qui est le vrai nom de Vigata. Mais c'est une langue qui, au fond, est une langue inventée, puisqu'il utilise certains mots, puis pas d'autres. Puis de toute façon, quand on essaie de discuter avec des Siciliens pour savoir ce que c'est que le vrai Sicilien, chaque Sicilien
connaît le vrai sicilien, mais c'est pas le même que celui de son voisin. Donc, au bout d'un moment, c'est une recherche qu'il vaut mieux abandonner. Mais donc, c'est une langue qui correspond très profondément à son être, quoi, à son être de conto storia. Et ce qui est impressionnant, c'est la rencontre entre cette recherche personnelle et un moment précis de l'histoire italienne où les langues régionales étaient en recul. Il y avait l'influence de la télévision, l'influence de l'école, etc., qui faisait que l'italien standard avait tendance à de plus en plus s'imposer. Et c'est vrai que Camilleri, d'une certaine manière, il a réussi un exploit incroyable, c'est d'enseigner une nouvelle langue aux Italiens, parce que les Italiens au début, moi, quand j'ai apporté la forme de l'eau au fleuve Noir, à l'époque, c'était un Vénitien qui était à la tête du fleuve Noir. Il avait dit, mais j'y comprends rien, ça ne veut rien dire. et donc, et alors, peu à peu, il y a eu une espèce de bouche à oreille qui a commencé par fonctionner. Les médias ne parlaient pas de lui, mais les bouquins commençaient à se vendre et se vendaient dans des régions de bilinguisme. Il m'avait dit, c'était pas seulement en Sicile, mais aussi dans le Trentin, par exemple, que les bouquins se vendaient bien. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai que les premiers lecteurs de Camilleri, c'était plutôt des lecteurs du Nord. Enfin, ouais. Mais ça, c'est aussi une réalité historique qu'en Italie, c'est dans le Nord qu'on lit. Mais non, mais c'est vrai. Malheureusement, c'est comme ça. L'Italie, elle est cassée sur plein de choses, aussi sur le plan de la lecture. Hein. Les lecteurs, ils sont dans le Nord. Carlo le sait très bien. Et à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que les premiers lecteurs de Camilleri, c'était les gens du Nord. Et qui avaient du mal avec cette langue, mais que peu à peu, ils sont rentrés dedans. Et je vais te poser une question, mais en attendant, je vais demander à Caterina Barone, qui est une actrice qui va lire quelques pages, qui je vais inviter à venir. Mais je voulais te demander, en attendant, Serge parle de la langue comme élément fondamental de ce succès, etc. Est-ce que c'est pour toi la même chose, ou il y a d'autres raisons qui expliquent cet énorme succès de ce commissaire Salvo Montalbano, qui è devenu un personaggio iper connu in Italia? Allora, io ho capito questo, no? Leggendo Andrea Camilleri, dal primo romanzo che ho letto suo, che era La stagione della caccia. Non conoscevo Camilleri. Hai detto bene, Camilleri aveva un successo incredibile. La classifica dei libri della Repubblica erano 6 titoli, tutti Camilleri, ogni settimana. Quando usciva un titolo era perché Camilleri aveva pubblicato un altro libro che aveva preso il suo posto. Noi volevamo scrivere a Repubblica e dire faccia 2 classifiche, una è Camilleri e l'altra è tutti gli altri. E quindi è vero, aveva questo successo, ma io ho capito perché. Adesso mi tocca, non è che lo faccio apposta da giallista, giustamente, no? Alors moi j'ai compris une chose dès la première lecture que j'ai faite de Camilleri, je ne le connaissais pas encore, donc le premier que j'ai lu c'est La saison de la chasse, et tu as raison, il avait vraiment un succès incroyable, tant et si bien que le classement du quotidien de la Repubblica, qui se constituait de 6 titres, eh bien ils étaient tous, c'était les 6 titres de Camilleri, et chaque semaine c'était la même chose, et dès qu'un titre changeait, en fait c'était un nouveau livre de Camilleri qui venait remplacer un ancien de Camilleri. Et au point que nous avions peut-être suggéré de faire à la Repubblica de faire 2 classements, le classement Camilleri et puis le classement des autres écrivains. Allora, io ho capito questo. Quando ho letto Le stagioni della caccia, ero in treno, l'avevo appena comprato, lo apro, leggo le prime 10 righe e poi lo chiudo perché non ho capito niente. Allora ho pensato, adesso scrivo alla signora Sellerio, che era anche la mia editrice, e le dico, senta, se per leggere un suo autore bisogna essere siciliani, lo pubblichi in una collana regionale. Poi, siccome non avevo niente da fare, riprendo il libro e leggo dietro. E c'è scritto che questo libro nasce da un rapporto della prefettura in cui si dice cosa è successo
nella vostra zona in questi anni? Niente, risponde il prefetto, a parte un barbiere, mi sembra, un sarto, che ha ucciso 7 persone per amore. Allora io sono rimasto e ho detto, aspetta un attimo, allora lo devo leggere. E quando lo leggo, posso dire l'ultimo? E quando lo leggo mi accorgo che Camilleri ha inventato una lingua bellissima, no? Molto melodiosa, ma furba, perché lui mi scrive non tagliarmi con quegli occhi, e capisco che tagliare è qualcosa che ha a che fare con gli occhi. Poi dopo un po' mi dice aprì la porta e gettò una tagliata nella stanza, e a me viene in mente occhiata. Poi dice tagliami, a quel punto so che vuol dire guardami. Allora, uno si inventa una lingua meravigliosa, e l'altro è il cantastorie. Io non posso non leggere una cosa dove c'è un barbiere che ha ucciso 7 persone per amore. Vedete? Allora, un grande narratore con una grande lingua, ecco perché è successo. Donc, ce que j'ai compris quand je l'ai lu, donc quand j'ai lu La saison de la chasse, j'étais dans le train, j'ouvre le livre, je lis les 10 premières lignes, je referme le livre, parce que je n'avais rien compris. Et donc, mon idée, c'était d'écrire à Elvira Sellerio et de lui dire, mais si tu veux publier des personnes que personne n'arrive à lire, si ce n'est quelques Siciliens, publie-le dans une collection régionale, d'écrivains régionaux. Et puis, bon, je n'avais rien à faire dans le train, donc je me suis quand même dit, je vais reprendre le livre en main, je le reprends, je regarde la 4e de couverture, et je vois ce qu'il était écrit. Il était écrit que cette histoire était centrée, était fondée sur un rapport de la préfecture, et dans l'histoire, on se demandait qu'est-ce qui se passe dans cette ville, qu'est-ce qui s'est passé, et on répondait, bon, rien, à part un coiffeur qui a tué par amour 7 personnes. Alors là, je me suis dit, il faut que je la lise quand même, cette histoire, donc je réouvre le livre, et puis je me mets à lire, et là je comprends que Camilleri avait non seulement inventé une langue très belle, mais avait inventé en plus une langue très maligne, on va dire, c'est-à-dire qu'il se fondait sur un mécanisme très malin pour son lectorat. Quelques exemples, Camilleri utilise le verbe tagliare, et donc première ligne, je le lis, tagliare, je me dis, qu'est-ce que c'est? Je le revois, getto una tagliata, donc je comprends que ça voulait dire jeter, regarder, que ça voulait dire regarder, et au fur et à mesure, voilà, je commence à comprendre par ce mécanisme. Donc non seulement c'était un grand romancier narrateur, avec de grandes histoires à raconter, conta storie, mais en plus c'était une langue géniale. Donc ça fait le succès de Camilleri et donc de son personnage, le commissaire Montalbano, dont on a eu une quarantaine de romans. Et donc le dernier qui sort aujourd'hui en France, il est sorti l'année passée en Italie, je crois, c'est Riccardine aux éditions Fleuve Noir, traduit encore une fois par notre ami Serge Quadrupani. Alors, pour comprendre un peu mieux qui est le commissaire Montalbano, on va vous lire deux choses avant de lire un petit extrait du livre. Quand Camilleri est venu à Paris, à l'occasion qu'on a vue tout à l'heure, il y a quelques années, on avait demandé à un certain nombre d'écrivains, italiens et français, d'écrire une lettre au commissaire Montalbano. Alors, 2 de ces écrivains qui étaient à l'époque, qui se sont prêtés au jeu, c'était justement Serge et Carlo. Et donc, on va lire leur lettre au commissaire Montalbano. Donc, Caterina Barone, merci. Cher dottore Montalbano, je me permets de vous dire que je nourris pour vous une très grande estime et apprécie énormément vos capacités investigatrices et votre professionnalisme. C'est pour cela que je me permets de vous demander courtoisement votre aide pour résoudre un mystère qui me tient beaucoup à cœur. La première fois que j'ai lu un livre de votre ami, Andrea Camilleri, c'était La saison de la chasse, je me suis arrêtée à la première page, indignée qu'il soit écrit dans une langue que je n'arrivais pas du tout à comprendre. Mais l'histoire était intrigante, c'est pourquoi j'ai continué. Et dès la 2e page, il me semblait être devenu un expert du sicilien de Camilleri. Je comprenais tout. Et même, j'aimais vraiment le son, le rythme et les termes de cette langue qui n'était plus tant celle de la littérature que de l'imagination et du cœur. Et c'est là le premier indice que je vous fournis. Le second. Ma bibliothèque est divisée par genre. Je sais que je ne devrais pas, que le polar n'est pas un ghetto, et en fait, je considère que raconter les histoires à notre manière est une valeur ajoutée.
C'est pourquoi celle réservée au roman noir, au thriller ou comme on voudra l'appeler, est pour moi une place d'honneur. Par commodité, j'ai divisé la section en régions et toujours par commodité, j'ai mis parmi les Siciliens tous les livres de notre Camilleri, même ceux qui ne sont pas de littérature de genre. Eh bien, j'ai déjà dû par 3 fois élargir l'étagère à lui réserver, et ça ne me suffit toujours pas. Je ne peux m'empêcher de prendre et de lire tout ce qu'il écrit. Et je ne suis pas le seul. Je me souviens de l'époque où, pour notre plus grande envie, ces livres, surtout ceux dont vous, commissaire, vous figurez comme protagonistes, occupaient 6 places dans un palmarès de vente qui en comptait précisément 6. Et cela pendant des mois. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Et je suis de ceux qui relisent périodiquement les romans de Camilleri ou revoient pour l'énième fois les rediffusions du feuilleton télévisé, celui où vous avez le visage de Luca Zingaretti. Signe d'une affection, d'une familiarité, d'un rapport si étroit entre auteur, personnage et lecteur et aussi spectateur, qui jusqu'alors n'avait été atteint que par votre collègue, le commissaire Maigret de Georges Simenon. 3e indice. De temps en temps, j'ai eu le plaisir et l'honneur de bavarder avec notre Andrea, souvent chez lui. Et quand je lui demandais qu'est-ce qu'il était en train de faire, il me racontait une histoire qui prenait pour point de départ un souvenir lointain ou un détail trouvé dans un vieux document et qui me laissait bouche bée. Partagé entre 2 sentiments, l'envie puissante de lire au plus vite cette histoire et l'espoir d'égale puissance qu'à mi-parcours, elle ne lui plaise plus, qu'il la jette, grâce à quoi c'est moi qui l'écrirai. Voilà. Alors, Dottor Montalbano, vous qui êtes un détective si habile, vous me l'expliquez, ce mystère. Comment Andrea Camilleri fait pour écrire toujours et si bien, avec des histoires si prenantes et profondes et sans jamais rater son coup? Parce que, voyez-vous, je suis un complotiste professionnel. Mon activité le démontre. Je vois des intrigues partout. Et dire simplement qu'Andrea Camilleri est fort, très fort, ne me suffit pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La P2? Le CIA? Les services secrets déviés? Gladio? Al-Qaïda? Le EI? Le KGB, ou plutôt le sigle qui l'a remplacé? Le lobby du pétrole? Wall Street? Les extraterrestres? La mafia, non. Hein. Elle, je ne la mentionne pas, même pas pour plaisanter. Bref, Dottor Montalbano, je vous en prie, aidez-moi à résoudre le mystère. Avec estime et affection, votre Carlo Lucarelli. Caro Montalbano, Serge, je suis. Comme cela fera bientôt 20 ans que nous nous fréquentons, je crois que je peux me permettre de te tutoyer. Inutile de me présenter, je sais que tu sais tout sur moi. Apprenant le nom de celui qui allait traduire tes aventures pour les éditions Fleuve Noir, tu n'auras pas perdu de temps à consulter un fichier informatique. Pour cela, tu as Catarella. Mais tu as dû appeler un ami ou un ami d'amis qui t'a raconté vie, mort et miracle du Sussigné. Donc, tu n'ignores pas que dans le roman policier, ce que je n'aime pas, c'est le mot policier. Pourtant, en dépit de ma flicophobie, tu es pour moi une présence fraternelle, depuis que dans La forme de l'eau et Chien de faïence, tes premiers titres parus en français, j'ai découvert quel genre de flic tu es. À l'instar de Maigret, ton grand ancêtre, tu ne manifestes pas un attachement forcené aux institutions et à leurs règles. Tu es beaucoup moins intéressé à conclure tes histoires en présentant un coupable à la justice qu'à remettre un peu de justice dans le monde. Tu préfères l'amitié d'un vagabond à celle de ton questeur, et si tu as du mal à tendre la main à un puissant avocat mafieux, tu prends volontiers celle d'un enfant migrant à peine débarqué d'une barcasse surpeuplée sur ton port de Vigata. Mais je ne voudrais pas fabriquer un Montalbano à ma convenance, te gauchiser outre mesure. Peut-être tu es en fait profondément conservateur, dans le sens où ce que tu voudrais conserver,
C'est un monde d'Olivier Sarrazin que n'ont pas encore attaqué les tronçonneuses des promoteurs immobiliers. Un monde de plages propres et dépeuplées et de cannoli parfumés, consommés en silence avec Tony Rassi-Blamy, le docteur Pasquano, tandis que vous tournez le dos un moment à l'horreur d'une époque étalée sur la table de dissection. Cette laideur, cette méchanceté, à la fois éternelle et tellement contemporaine, tu les fuis par moments à la nage, quelle qu'elle soit la température, à en perdre le souffle. Tu lui résistes, avec l'aide de ton petit monde à toi, celui du pêcheur du matin qui t'offre un poulpe au regard malfaisant, le monde de l'ineffable Catarella, Fernandel informaticien qui te regarde comme un chien amoureux de son maître, d'Ingrid, la suédoise, dont l'absence de toute idée de péché sexuel ne peut que fasciner le post-catholique que tu es, d'Adelina, dont le dialecte quasi-catarélien sait exprimer aussi bien son admiration pour ton anatomie intime que sa haine sans limite pour Livia, ton éternelle fiancée génoise. Ah, Livia. Son principal mérite, outre sa plastique impeccable malgré le passage des ans, semble être de t'offrir d'indispensables disputes vespérales. Que d'envie elle a pourtant suscité chez tant de lectrices dont Adelina pourrait bien être la porte-parole. Ton créateur m'a raconté qu'un jour, une dame l'a reconnue dans la rue et l'a apostrophée en lui disant que décidément, cette Livia, même pas sicilienne, il fallait que ça cesse sa relation avec Montalbano. Et ce n'est pas le moindre mérite de tes histoires que de nous ramener à une robuste division sexuée des rôles. Dans la mesure où nous autres, lecteurs mâles, ne pouvons avoir qu'une fidèle tendresse pour la génoise, dont l'éloignement est si pratique à la fois pour maintenir l'ardeur de la flamme et autoriser toutes les tentations et y céder parfois. Caro Salvo, cela me fait penser que l'attachement profond que j'ai pour toi tient peut-être et surtout à tes faiblesses, dont l'énumération ne saurait être exhaustive. Ton art de ne pas dire la vérité sans mentir tout à fait, ton goût pour les coups de fil en déguisant ta voix, ton côté légèrement pédant dès qu'il s'agit de tableaux italiens des années 20 et 30, ta peur de vieillir, si envahissante, et un peu lassante, il faut l'avouer. C'est quelqu'un qui a passé cette soixantaine si redoutée de toi qui te le dit. Ton fanatisme pour les rougets de roche et la pasta incasciata qui t'entraîne à des conduites retorses, moralement condamnables. À quelle profondeur d'hypocrisie es-tu capable de sombrer pour échapper aux fâcheux et surtout aux fâcheuses et te retrouver attablé in santa pace chez Enzo, si possible avec une femme qui ne parle pas en mangeant. Très cher dottore, si j'ajoute à cela la langue, ou plutôt les langues, les tiennes, celles que tu parles, si différentes selon que tu t'adresses aux gens du peuple ou que tu cherches à manipuler le questeur pour qu'il te foute la paix, qu'il te lâche les cabassisi, mais aussi la langue du narrateur, qui, les années passant, a fini par ressembler tout à fait à la tienne. Je dois bien admettre que c'est tout un univers que ta fréquentation m'a apporté. Car la langue est toujours un regard sur la vie, une manière bien particulière de la considérer. Et de cet univers-là, je n'imagine pas comment je pourrais me passer, tant il est devenu constitutif du mien. Bref, tu m'énerves parfois. Tu m'amuses très souvent. Tu m'émeus aussi. Et donc, tu m'es devenu indispensable. Alors, longue vie à toi, commissaire Montalbano, et très longue vie à ton créateur. Un jour, je te raconterai quelle personne merveilleuse t'as créée. Je baise les mains à vos seigneurs et je vous donne à l'un et à l'autre une accolade fraternelle. Serge Quadrupani. Voilà, ces deux lettres nous donnent quelques indices justement sur le commissaire Montalbano. Serge, on peut peut-être raconter un peu mieux l'histoire, comment il est né ces romans, pourquoi il a voulu à un moment de sa vie, bien avant de mourir, écrire la fin du commissaire Montalbano. Parce que c'était ça, Riccardino, c'est un roman où cette aventure, durée 40 romans, se termine. Et ça a été fait sciemment, bien avant, à un moment de sa vie, en 2005, il a décidé d'écrire
Après, il a écrit d'autres romans encore, mais en attendant, la fin était prête. Comment t'as expliqué ce besoin de mettre le mot fin sur son personnage? Je ne sais pas. C'est-à-dire que je pense qu'il a peut-être été, on en avait parlé, il a peut-être été impressionné par les histoires de comment dire, de légataires abusifs, c'est-à-dire de gens qui se mettent enfin, il y avait eu l'histoire de Millennium qui a été avec les familles qui ont vendu. Quoique je sais qu'il avait une confiance absolue en ses filles et que je ne vois pas du tout ses filles faire ce genre d'opération commerciale. Mais et continuer à faire écrire par d'autres. Faire écrire par d'autres. Peut-être que ça lui a mis la puce à l'oreille. Je pense que c'est surtout. Ça correspond à. Bon, finalement, ce que j'aime bien chez les Siciliens de son calibre, c'est que c'est des gens qui sont à la fois capables d'une extrême verdeur de langage et puis d'une grande noblesse d'esprit, finalement. Et je pense que pour lui, c'était une forme de panache. Voilà. Tel que je le connais, c'était une façon de finir en beauté. Il a écrit en fait, il a écrit en 2005 et puis il a revu, ce qui est une façon de parler parce que à l'époque, au moment où il a revu entre guillemets, il voyait plus. C'était tiens, comme par hasard, je me souviens plus son prénom. Son assistante. Je pense qu'elle serait vexée à mort. Bon. Que je ne me souvienne plus de son prénom, mais comme nos derniers échanges n'ont pas été agréables, c'est sans doute dû à ça. Mais c'est quelqu'un qui a fait un travail magnifique avec Andrea. Pas du tout dire du mal d'elle, pas en public en tout cas. C'est elle qui enfin, il dictait ses bouquins, ses derniers bouquins, il les lui a dictés. Et elle a fait un super travail avec lui. Et d'ailleurs, ce qui était formidable, c'est qu'elle connaissait tellement bien le monde d'Andrea qu'elle le reprenait. Parfois, on lui disait « mais tu dis pas ça comme ça d'habitude ». Bon. C'était une symbiose assez fascinante. Donc, il a été repris à 2 fois. Et c'est un bouquin vraiment très étonnant, très étrange. Je ne sais pas, on va peut-être si tu veux que j'en parle maintenant ou plus tard. Vas-y. En fait, il faut savoir que Andrea, qui était donc un dramaturge qui connaissait très bien le théâtre, était en particulier un grand connaisseur de Pirandello d'un des thèmes principaux de Pirandello, qui est le rapport entre l'auteur et ses personnages. Vous connaissez la pièce, les personnages en quête d'auteur. Et il avait, quand il me racontait, il me parlait de ce bouquin, il m'en a parlé quand même plusieurs fois. Il me disait, et à la fin, Montalbano disparaît. Je disais, mais comment ça Ah, je te le dis pas. Et il a maintenu le mystère jusqu'au moment de l'apparition du bouquin. Si vous l'avez pas lu, je vous le dis pas non plus, parce que je pense que c'est une solution extrêmement forte et poétique. Et donc, comme vous allez entendre dans le passage qui va être lu, en fait, le personnage de Montalbano se révolte contre son auteur à un certain moment. Valentina. Scusa Valentina. Voilà, on cherchait les noms. Se hai amiche nel pubblico, gli potete dire che mille scuse da parte mia. Non, mais effectivement, ce que tu disais dans ce livre, il y a effectivement cette relation entre l'auteur, son personnage et
compliqué en plus par le personnage de télévision. Parce qu'il faut dire qu'en Italie, en tout cas, Montalbano, c'était un personnage de fiction littéraire qui était lu, mais c'est devenu une série à la télévision très importante avec un acteur, on l'a cité tout à l'heure, Luca Zingaretti. Et donc, il y a une espèce de triangle. Alors, moi, tu es un homme de télévision, vous savez. Carlo a fait beaucoup d'émissions à la télévision, et donc il connaît bien ces mondes. Est-ce que tu as connu, comme on disait tout à l'heure, Andrea Camilleri, est-ce qu'il souffrait, ou en tout cas, il avait un souci par rapport à la transposition en image de ses histoires, de ses aventures et de son personnage, ou non, il appréciait Zingaretti ou pas. Comment tu voyais cette relation avec... Allora, è una cosa complessa la relazione tra uno scrittore, il suo personaggio e quello che poi diventa da un'altra parte, per esempio in televisione. Io so che ogni tanto ne abbiamo parlato con Andrea, che non è che si sbottonasse più di tanto su questo, anche se non gli piaceva, ovviamente non l'avrebbe detto. Però diceva che all'inizio era una cosa un po' strana, poi l'ha apprezzata, perché è successa una cosa molto interessante. Quando è uscita la prima puntata, no, della serie televisiva di Montalbano, la gente ha cominciato a scrivere alle redazioni dei giornali e a scrivere: quello non è Montalbano. Pelato, giovane, così, Zingaretti, no. Montalbano è, e tutti hanno scritto un Montalbano diverso. Io l'ho lette quelle, ha i baffi, non ha i baffi, è vecchio, è giovane, ognuno aveva il suo. Allora, di fronte a questo, come diceva anche Andrea, quando c'hai un attore bravo, che non è proprio quello che ha scritto lui, lì, con quella faccia lì, ma quando c'hai un attore bravo, in grado di interpretare il personaggio, va bene, è un'altra dimensione, no? È un mondo parallelo in cui vive. E io ho imparato da lui questa cosa qua e ho detto sì, va bene, esiste un primo lettore, se volete, che è lo spettatore, il regista, e tutti vedono le cose in un modo diverso. Basta che sia il modo giusto e va sempre bene. C'est une relation complexe, celle qu'entretient un écrivain avec son personnage d'abord et ensuite avec ce que ce personnage peut devenir ailleurs, par exemple justement à la télévision. Et une fois, on en a parlé avec Andrea, on n'en a pas parlé très souvent et puis c'était pas quelqu'un qui, de toute façon, qui m'aurait dit qu'il n'aimait pas parce qu'il n'était pas aussi ouvert en tout cas avec moi. Et il m'a dit qu'au tout début, il a trouvé ça un peu étrange forcément, mais qu'ensuite il a apprécié. Et en fait, l'anecdote, c'est lors du premier épisode, lorsque le premier épisode est diffusé à la télévision, tout le monde, tous les lecteurs, les lectrices se sont donc mis à écrire à la rédaction, à la télévision, et on dit ce n'est pas Montalbano, ça. Ce n'est pas Montalbano, un jeune, chauve, etc. Ce n'est pas Montalbano. Donc chacune avait en fait son idée du personnage. Et en fait, Andrea m'a dit... Quand l'acteur, le comédien est bon, tant qu'un acteur est bon et qu'il peut bien interpréter le personnage, eh bien c'est ce qu'il compte et c'est bon. Et c'est une autre dimension en fait, c'est une dimension parallèle, c'est une autre dimension, il faut l'accepter. Et moi j'ai appris ça de lui, effectivement. Et ajouter quelque chose C'est-à-dire, moi, la façon dont il m'en avait parlé, j'avais compris que depuis le début, il avait suivi l'adaptation. Qu'il ne s'est jamais opposé à la présence de Zingaretti. Entre autres, Zingaretti, c'était un de ses anciens élèves à l'école d'art dramatique à Rome. Et c'est vrai que ce qui est marrant, par rapport à ce que raconte Carlo, c'est que, en fait, à Porto Empedocle, c'est-à-dire la Vigata de ses romans, il y a une statue de Montalbano. Mais c'est le Montalbano des premiers romans, tel qu'il le décrit, tel que Camilleri le décrit, c'est-à-dire avec la coppola, avec la moustache, et pas tout jeune. Et donc les touristes qui venaient à Vigata ont dit mais c'est pas le vrai Montalbano, parce que entre-temps ils avaient vu Zingaretti. Et c'est vrai que Zingaretti, il est beau garçon, il a des beaux yeux bleus. Toutes mes copines étaient d'ailleurs folles de lui, mais moi j'ai pris un malin plaisir à leur apprendre qu'il était petit quand même, parce que j'ai rencontré. mais sinon, sur le fait qu'il faut accepter que le cinéma est une autre dimension et qu'une adaptation, c'est pas la reproduction,
tous les écrivains un peu sérieux savent que c'est vrai, quoi. C'est pas la même chose. Et en tout cas, il était tout à fait satisfait du résultat. Et il faut bien dire que quand même, la série, qui a elle aussi été un succès prodigieux, a quand même vraiment beaucoup poussé aussi les ventes. Ce qui a fait qu'il est devenu un personnage public. Quand tu veux, je pourrais dire 2 mots sur le personnage public de Camilleri, parce que pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire que Andrea a été à la fois, pour moi, il a été à la fois un grand écrivain populaire et un grand écrivain tout court. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, si j'essaye de trouver un équivalent en France aujourd'hui, j'avoue que je n'en trouve pas, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que je trouve qu'il a écrit la série des Montalbano. Elle est très belle. Elle est très prenante. Enfin, c'est comme une série des Maigret. En passant, le fait qu'il ait adapté les Maigret, c'est pas par hasard. Et on voit très bien le Maigret derrière, même si Montalbano vient même si le nom Montalbano est un hommage à Montalban, l'auteur catalan. Donc là, je me suis un peu perdu. C'était un grand personnage populaire. Oui, un grand personnage populaire, à la fois un grand écrivain, et parce qu'il a écrit aussi des romans qui, pour moi, sont vraiment d'un très haut niveau littéraire, comme par exemple l'opéra de Vigate, enfin ce que j'ai traduit, le titre qu'on a gardé en français. En italien, c'est Il Biraio di Preston, et l'opéra de Vigate, pour moi, c'est vraiment un très grand roman avec une construction, une réflexion, un jeu sur les émotions, sur les langues, sur toutes les langues de l'Italie. C'est une espèce de répertoire des langues italiennes qui est vraiment du niveau de Gada, avec de la critique sociale très forte. Bon. Oui, mais même dans Riccardino, en fait, il y a tout un jeu entre l'écrivain, les commissaires et les personnages très, très Pirandello. On retrouve toute la tradition de Pirandello là-dedans. Oui, oui. Et donc, le fait qu'il ait réussi à donner une telle dignité à la fois au genre noir, à la littérature noire, parce qu'il fait partie des gens qui, avec Carlo et son groupe des 13, par exemple, ont vraiment donné un nouveau statut à la littérature noire en Italie, alors qu'elle était vraiment considérée jusque-là comme des gialli, c'est-à-dire les petits romans qu'on trouvait dans les kiosques en Italie et qui étaient très populaire, mais qui était jeté au bout de 15 jours, qu'on pouvait trouver 15 jours. Le fait que la littérature noire a acquis un vrai statut littéraire en Italie, c'est entre autres grâce à lui. Et d'autre part, le fait que l'Italie a récupéré une considération pour les langues régionales au point que maintenant c'est très très répandu. Il y a énormément d'auteurs, en particulier de romans noirs, mais pas seulement, qui écrivent dans des langues régionales, ce qui n'était pas beaucoup le cas. Il y avait eu le cas de Gade avant, mais même Chache, quand il parle de la Sicile, il écrit dans une langue très, très épurée. Donc, c'est vraiment, moi, un jour où j'ai débarqué à l'aéroport de Punta Raisi à Palerme et que j'ai vu une immense publicité écrite en dialecte sicilien, je me suis dit, Andrea, tu as gagné. C'était vraiment, il y avait quelque chose, donc c'est quelqu'un qui a eu un rôle culturel vraiment important. Et puis il a eu un rôle politique aussi, qu'on ne peut pas ignorer, c'est-à-dire en défendant, restant très fermement sur des positions progressistes face à une droitisation générale de la société.
Par exemple, une sinon sa dernière apparition publique, ça a été une vidéo dans laquelle il s'en prenait au gouvernement pour le refus d'accueillir les naufragés en mer, les exilés qui se noyaient en mer, le refus de leur ouvrir les ports. Donc, ça avait une certaine puissance. Moi, une dernière chose, c'est, je me souviens d'une rencontre à Torre Pellice où dans un festival, j'avais vu des gens qui étaient venus 3 heures à l'avance attendre en plein soleil de pouvoir l'écouter. Et après, devant une foule énorme, quand il parlait, j'avais vraiment l'impression que c'était devenu une sorte de grand-père spirituel pour beaucoup d'Italiens. Voilà. Et donc, c'est pas. Il n'y a pas beaucoup. Son rôle public à un moment était très important. Et avant de relire, et j'inviterai Catherine à venir pour rentrer pour lire quelques pages justement de ce dernier roman Riccardino. Sur cet aspect-là, Carlo, de la capacité de Andrea Camilleri de raconter la société italienne, de raconter les drames ou pas, parce qu'il n'était jamais direct. Il ne parlait pas directement de la mafia, il ne parlait pas directement de la corruption. Mais en même temps, il a, à travers tous ses romans, fait vraiment découverte et dévoilé la réalité italienne. Vero, infatti un grande narratore, come abbiamo detto, come Andrea, attraverso il mezzo, no? Ma non solo del romanzo giallo, perché poi ha scritto tantissime cose, attraverso il mezzo, no, della sua lingua, entrava dentro e ti raccontava delle cose. Metteva delle cose anche come dire, che avvenivano in quel momento. Io mi ricordo un Montalbano che esce, e anche la serie televisiva esce così, quindi un romanzo di Montalbano in cui era appena avvenuto il G8 di Genova in Italia. No? Sapete che c'era stato un massacro, un sacco di botte, sangue dappertutto, insomma una brutta pagina, soprattutto un morto, soprattutto, no, per la polizia. E c'è Montalbano che proprio praticamente in presa diretta sta male perché dice: questa non è la mia polizia e forse non posso essere più un poliziotto. È una cosa che il detective del romanzo giallo che si mette a pensare di questo sta pensando esattamente, no, quello che accade fuori. E questa capacità qui di raccontare la società, ma di raccontarla poi da un punto di vista, come hai detto, è un padre spirituale Camilleri, senza esserlo però. Perché io mi ricordo la prima volta che l'ho conosciuto. Oh scusa, è vero, stavolta mi sono fatto prendere. Oui, c'est vrai, on disait que c'était un grand narrateur à travers bien sûr l'outil du roman noir, à travers sa langue, et effectivement il remplissait ses histoires, ses romans de faits, d'événements qui se déroulaient à l'époque même, enfin, dans son époque contemporaine. Par exemple, une des histoires, enfin Montalbano à un moment quasiment vit en direct le G8 de Gênes, dont on sait combien il a été terrible, un mort, etc. Et il y a cette réflexion de Montalbano qui dit non, ça c'est pas la police telle que je la veux, c'est pas ma police à moi, au point de presque vouloir abandonner le corps, enfin la police. Et donc oui, il racontait la société, comme tu le disais, c'est le père ou le grand-père spirituel. Però in questo modo, quando la prima volta che io l'ho conosciuto fisicamente, era già Camilleri, ovviamente, no? Era già esploso il fenomeno Camilleri. Però noi, io e gli altri scrittori di gialli, Loriano Machiavelli per esempio, eravamo lì da tempo prima, eravamo sulla piazza da più tempo. Eravamo quelli degli anni eroici, il gruppo 13, il giallo, l'affermazione del giallo. E arriva Camilleri e si avvicina a noi che siamo lì al Festival della Letteratura di Mantova, che stava parlando per i fatti nostri, e dice: buongiorno, sono un nuovo scrittore. Allora era Camilleri, non è un nuovo scrittore, è Camilleri, sei, no, posti nella classifica, però uno che arriva con l'umiltà tranquilla di dire: guardate, sono qua. Avrebbe potuto dire: io so io e voi non siete, che una battuta di un film italiano, e invece arriva così. Allora essere un padre spirituale senza essere un trombone è una cosa meravigliosa, e lui era questa cosa qua.
Et quand je l'ai connu, la première fois que je l'ai connu physiquement, hein, il était bien sûr déjà un personnage, il était déjà connu comme Andrea Camilleri, l'auteur qu'il a été. Nous, on se trouvait, donc une petite anecdote, on se trouvait au Festival de la littérature à Mantoue avec Loriano Machiavelli, on était déjà, enfin le groupe 13, on était connus, on était en train de parler justement de romans policiers, romans noirs. Et lui, Andrea Camilleri, arrive et dit « Bonjour, je suis un nouvel écrivain ». Avec, très, très humble en fait. Et donc voilà, c'est magnifique d'être à la fois un grand écrivain et de ne pas en faire toute une quête, voilà, de ne pas trop se vanter, on va dire. Donc ça, c'était son personnage. Et voilà, donc on va terminer maintenant cet hommage à Andrea Camilleri. Caterina va nous lire quelques pages donc, de ce roman, Riccardino, le dernier roman, la dernière enquête du commissaire Montalbano, traduit par Serge, et vous verrez la langue spectaculaire, réinventée de Camilleri grâce à Serge. Caterina. À force de cris, de jurons et de coups de klaxon à s'assommer lui-même, il a réussi à se frayer un chemin au milieu d'une cinquantaine de personnes, accourus aussitôt comme des mouches, attirées par l'odeur d'un étrou, qui bouchait la rue l'entrée de la Via Rosolino Pilo à ceux qui, comme lui, venaient de la Via Nino Bizio. Le bouchon était dû au fait que l'accès était barré par une voiture de police, placée en travers, et surtout gardée par les agents Inzoglia et Verdicchio, plus connus au commissariat comme les vins de table. À l'autre extrémité de la rue, qui donnait sur la Via Tucori, étaient de garde les bêtes sauvages, c'est-à-dire les agents Lupo et Leone. La section poulailler du commissariat, à savoir Gallo et Galluzzo, était au centre de la rue, en compagnie de Fazio. Et encore, au milieu de la rue, on voyait un corps étendu à terre. Non loin, 3 hommes étaient adossés à un rideau de fer. Aux fenêtres, aux balcons, sur les terrasses, jeunes et vieux, femmes et hommes, marmots, chiens et chats étaient installés à mater. D'autres se penchaient au risque d'aller s'écraser sur les pavés pour mieux voir ce qui se passait. Et ce n'était qu'appels, rires, pleurs, prières, hurlements, un grand barouf qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la fête de Saint-Calo. Et tout comme durant la fête. Il y avait des gens pour prendre des photos et qui filmaient la scène avec ces portables minuscules que de nos jours, même les nouveau-nés savent utiliser. Le commissaire se rangea le long du trottoir et descendit. Aussitôt, un dialogue animé se déroula au-dessus de sa tête. « Tale, tale, mat, o commissario arrivò, le commissaire arriva. Montalbano, c'est. Coup, Montalbano, celui-là de la télé. Non, qui vero, non, le vrai. » Montalbano eut un violent accès de nervosité. Plus d'une dizaine d'années auparavant, il n'avait rien trouvé de mieux à faire que de raconter à un auteur local une histoire qui lui était arrivée. Et l'autre, aussitôt, avait brodé dessus un roman. Vu qu'en Italie, il n'y a que 3 pelés et 2 tondus qui lisent des livres, ça n'avait pas eu de conséquences. Et comme ça, il avait raconté, incapable qu'il était de dire non à ce grand tracassin d'hommes, une 2e, une 3e, une 4e enquête, que l'autre avait écrit à sa façon, en utilisant une langue inventée et en faisant besogner son imagination. Et ces romans, va savoir pourquoi, étaient advenus les plus vendus en Italie et avaient même été traduits à l'étranger. À ce point, les histoires étaient arrivées sur les écrans de télé et avaient obtenu un succès extraordinaire. De ce moment, la musique avait changé. Maintenant, tout le monde la reconnaissait et savait qui il était, mais seulement comme personnage de télévision. Un truc insupportablement casse-couille, qui paraissait sorti tout droit d'une comédie d'un autre auteur local, un certain Pirandello. Et heureusement que le très bon acteur qui jouait son rôle ne lui ressemblait en rien, ayant entre autres une dizaine d'années le connard en moins. Parce que sinon, il était fini. Il n'aurait pas pu circuler dans la rue sans être arrêté à chaque pas par des amateurs d'autographes. On ne peut pas s'arranger pour que ces gens ne soient pas là à jouir du spectacle. Les corbeaux ont plus de décence. Et comment on fait, dottore? On tire en l'air?
« C'est qui cela » demanda-t-il en montrant du menton 3 types collés au rideau de fer. « Des amis du mort. Ils étaient là quand c'est arrivé. » Montalbano les mata. Tous 3 trentenaires, cheveux en brosse, sweatshirt gris et basket, passablement athlétiques, le visage recuit de soleil. Mais là, leur allure de sportifs avait disparu pour laisser place à une espèce de rigidité de mannequin, due certainement à la peur et au choc. Il fut pris d'un doute. Ce ne seraient pas des militaires, s'inquiéta-t-il plein d'espoir. Si par hasard il s'agissait de soldats en civil, il pouvait se défaire tout de suite du dossier en le repassant au carabinier. Oh que non, dottore, le mort aussi était habillé de cette manière. La seule différence étant que sur le devant de son t-shirt, il y avait des taches et des traînées marron foncé dues au sang qui formaient une mare sur les pavés. Le visage avait disparu, effacé. À côté de sa main droite, il y avait un portable. Ce fut alors seulement que Montalbano, en regardant tout alentour, s'aperçut qu'au-dessus du rideau de fer baissé, il y avait une enseigne. Elle disait « Bar Aurora ». Il eut aussitôt la certitude, aussi absolue qu'inexplicable, que le malheureux abattu et la personne qui lui avait téléphoné à cette heure de l'aube en se trompant de numéro ne faisaient qu'un. Il s'approcha des 3 types qui se serraient les uns contre les autres comme s'ils avaient froid. « Le commissaire Montalbano, je suis. Comment s'appelait le mort ?» Les 3 athlètes paraissaient dormir debout, leurs pupilles dilatées, tournoyées comme des boules vers le haut, vers le bas, d'un côté et d'autre, et ils ne voyaient certainement rien. Ils ne bougèrent pas, ils ne répondirent pas, peut-être qu'ils ne réussissaient pas à se concentrer sur la personne devant eux. « Comment s'appelait-il » répéta Montalbano, patient. Finalement, l'un d'eux, avec des efforts visibles, réussit à bloquer ses yeux sur ceux du commissaire. « Riccardo Lopresti » murmura-t-il. « Riccardino » retorqua le commissaire. Il lui sembla avoir prononcé une formule mammalucchigna, magique. Ce fut comme s'il avait enfoncé la prise de courant qui leur donnait de l'énergie à tous les 3. Leur mobilité ensorcelée s'évanouit d'un coup. Ils reprirent couleur, chaleur, parole, sentiment, vie. « Vous le connaissiez » demanda, lèvres tremblantes, celui qui avait parlé. Montalbano ne répondit pas. Le deuxième commença à dire à voix basse comme une prière « Riccardino, mon Dieu, Riccardino ». Le troisième ne dit mot. Il se mit à pleurer en silence, visage dans ses mains. Un rayon de soleil, soudain, précis comme la lumière d'un projecteur, éclaira le commissaire et les 3 athlètes. Montalbano leva la tête, le nuage s'entrouvrait, la matinée qui était humide était en train de changer. Riccardino avait vu juste, ce serait vraiment une belle journée. Mais pas pour lui. En tout cas, ça n'avait strictement aucune importance. Alors le dialogue aérien reprit. « Qu'est-ce qui se passe ça, hein? Qu'est-ce qui se passe ça? Qui stanno facendo? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» C'étaient ceux qui habitaient dans l'immeuble du bar Aurora et qui, ne parvenant pas à voir ce que faisait le commissaire, qui se trouvait à la perpendiculaire, demandaient des explications à ceux qui habitaient en face. Le commissaire, est en train de parler avec 3 personnes. Et qu'est-ce qu'il demande? D'ici, on n'entend rien. Mais ce commissaire, il ne peut pas parler plus fort comme celui-là de la télévision. Le son, intima un chapacan à une fenêtre. On veut entendre, protesta un autre. Ces gens se sentaient en train de regarder un programme télévisé et donc ils voulaient avoir l'image et le son, comme s'ils avaient payé l'abonnement. Montalbano sentit qu'il commençait à en avoir tellement plein les couilles qu'elle se trouvait proche de l'explosion. Fazio, qui la connaissait comme sa poche, s'approcha de lui, inquiet. Le commissaire prit sur le champ une décision. « Fazio, j'amène avec moi ces trallas au commissariat. » « Mais quand le proc va arriver ?»« Quand le proc arrive, tu lui présentes mes salutations distinguées. » Puis, à l'adresse des 3 hommes, « Venez avec moi, ici on ne peut pas parler. » Ils se dirigèrent vers la voiture pendant que le dialogue aérien changeait en chœur joyeux. Il les arrêta tous. Putain, qu'est-ce qu'il est fort, ce Montalbano.
Voilà, ça c'était Andrea Camilleri, c'était son ironie, sa force, sa richesse. Un dernier mot pour terminer cette soirée, Carlo, un dernier commentaire sur il commissario, sur ce texte, sur... E cosa volete che commenti? È bellissimo, voglio dire. Ovviamente nella traduzione io seguo parzialmente, no, quello che ho sentito, però la musicalità, io ho sempre invidiato, no, Serge, perché si è ritrovato per le mani, ovviamente, no, poesia da tradurre, ma che fatica, perché mi sono sempre chiesto, tutte le volte che sono andato all'estero, e siccome Camilleri è molto la lingua, ma ha un successo strepitoso in tutto il mondo, e allora mi sono sempre chiesto, ma come hanno fatto? Evidentemente c'è qualcosa dentro, e questo qualcosa dentro esce fuori in quel modo lì. E i grandi narratori sono questa cosa qua. Difficile de commenter, hein, parce que c'est magnifique. Je l'entends dans la langue traduite par Serge Quadrupani. Il y a une musicalité, mais quel effort. Chaque fois, je me dis quel effort et quel énorme travail. Et Camilleri, il y a un énorme succès dans le monde entier, en fait. Donc, chaque fois, je me posais la question, mais comment ont-ils fait ? Et ces traducteurs, ces traductrices, et donc je me dis parce qu'il y a quelque chose dedans, et c'est ça les grands narrateurs et les grands traducteurs aussi, j'allais dire. Et Serge, le secret de la traduction, donc très difficile, très dur, très long. Oui, non, mais je me suis beaucoup expliqué à chaque fois dans toutes les préfaces que j'ai faites, sur les avant-propos que j'ai faits, sur les techniques que j'ai utilisées pour essayer de rendre cette langue. C'est vrai que la traduction, c'est toujours un travail impossible. On dit toujours que c'est impossible, mais si on acceptait l'impossibilité, il y aurait 99% dans les littératures mondiales qui nous échapperaient. Alors, il faut bien traduire, il faut bien trahir, mais il y a une manière de trahir qui fait encore entendre la musique de l'auteur. Moi, je voudrais avoir une dernière pensée pour là où se trouve maintenant Andrea, parce que malheureusement, j'étais à l'hôpital quand il est mort. Je n'ai pas pu assister à ses funérailles. Sa famille a été très sympa. Ils m'ont téléphoné pour prendre de mes nouvelles, ce qui est quand même assez merveilleux. Mais on est allé ensuite le voir. Il se trouve au cimetière non, je ne vais pas bien le prononcer, à Cattolico, j'y arrive, à Cattolico, le cimetière non catholique de Rome, où se trouvent beaucoup d'écrivains, enfin beaucoup, un certain nombre d'écrivains anglo-saxons, donc protestants, qui ont vécu à Rome, qui y sont morts. Et lui, il se trouve qu'il est entre sa tombe et entre celle de Gadda et celle de Gramsci, ce qui est quand même assez beau. Il doit être content, hein. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que sa tombe, c'est un espace de terre. Il n'y a pas de plaque. Il y a des plantes. Il y a beaucoup de plantes. Donc, on est venu, on a mis une plante. Et il y a aussi un bocal. Et alors, vous savez que le personnage de Camilleri, c'est un personnage qui a une voix, vous avez vu sa voix, il a beaucoup travaillé à force de cigarettes. Et en ce moment, il était légendaire comme étant un fumeur. Et donc, il y a un bocal dans lequel il y a des cigarettes. Et j'ai vu des jeunes, ce qui m'a plu, c'est que c'était des jeunes qui sont venus, qui ont mis une cigarette, un hommage. Donc, c'est le sentiment que le grand-père spirituel continuait à l'être pour des gens encore, j'espère, encore pour longtemps. Voilà. Et j'espère pour longtemps qu'on puisse le lire. Et je vous invite vraiment à lire ces romans, en particulier ce dernier, Ricardino, donc aux éditions Fleuve Noir, traduit par Serge Quadrupani. Donc, pour ma part, je veux remercier Serge et Carlo d'être là, Florence pour la traduction importante, et Caterina aussi, qui mérite, je ne sais pas si elle est là, Caterina Barone. Voilà. Merci. Merci à vous tous et continuez, le festival Italissimo continue jusqu'à dimanche, donc venez nous voir, il y a encore plein de choses à découvrir, plein d'écrivains à écouter. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.
Perfetto. Grazie.